Donc bonjour, donc je travaille à l'Institut Imagine, je suis responsable de la plateforme base de données. Donc je ne vais pas pour vous parler des bases de données cohortes qu'on fait, là on doit en avoir une soixantaine à peu près de conçues à l'Institut, alors toujours en collaboration avec Necker, puisque vous avez vu que l'Institut Imagine est sur le campus de Necker. Je vais vous parler d'un autre logiciel qu'on a développé qui s'appelle Dr Warehouse. Alors, on est dans un contexte où la production de données est exponentielle. Elisabeth, tu peux chronométrer, s'il te plaît ? Merci. Ouais, d'accord. Donc, une production de données exponentielle dans les hôpitaux. Donc là, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis et ils ont considéré qu'en un an, un hôpital produisait à peu près 10 gigas de données plein texte, donc des comptes rendus d'hospitalisation. Donc 10 gigas, ça veut dire quoi? J'ai fait le calcul à partir du livre numérique Le Rouge et le Noir. Ça fait 20 000 fois le Rouge et le Noir produit chaque année. Donc ça fait beaucoup de texte, et on se doute bien que les analyser, ça ne peut pas se faire manuellement. L'autre aspect, c'est qu'on sait que les données médicales du patient, des données médicales des malades, ce sont des gisements de connaissances. Ça sert non seulement à le soigner, mais on sait qu'on doit les réutiliser pour faire avancer la recherche, pour améliorer la connaissance des maladies, pour plein de choses. Donc là, j'en ai listé quelques cas d'usage, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on sait aussi que la plupart des données un peu nouvelles sont dans le full text. Finalement, les données qu'on code, c'est les données qu'on connaît déjà. Les données qui vont être un peu innovantes, qui vont donner un peu de nouvelles connaissances, ça va être dans le plein texte. Donc, concrètement, réutiliser les données médicales du patient, en pratique, ça donne quoi? Donc souvent, les internes, avant, ils venaient, ils disaient « j'ai un projet de recherche, voilà, j'ai besoin de 20 patients à recruter ». Et le service des dossiers médicaux disait « revenez dans un mois, faut qu'on trouve les dossiers ». Bon, ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a informatisé les données, c'est numérisé, mais les données sont dispersées dans un hôpital. Il y a plein de logiciels, c'est très hétérogène. Il y a une partie des données qui sont codées, d'autres parties qui sont structurées. Si on change de logiciel, on perd 10 ans d'historique parce qu'on va utiliser un nouveau logiciel, les données ne seront pas forcément reprises, etc. Et je reviens sur l'idée que l'exploitation du plein texte, c'est un enjeu majeur. Alors pour ça, on va construire des entrepôts de données. Donc un entrepôt de données, c'est en gros reprendre tout ce qui est fait dans les services cliniques, donc tous les... Je ne sais pas si on voit la souris qui se déplace, oui. Tout ce qui est produit à ce niveau-là, dans l'hôpital, on va les recopier de manière automatisée, les transformer pour les faire rentrer dans une nouvelle base de données et développer des algorithmes qui vont permettre de fouiller les données. On parle de data mining. Alors évidemment, il y a tout un module de sécurité, il y a les aspects éthiques, juridiques à prendre en compte. Je vous épargne ça pour l'instant. Et on va développer des outils qui vont permettre de fouiller ces données. On dégage 3 grands cas d'usage que je vais rapidement développer ici. Le premier, c'est la tarte à la crème, c'est trouver des patients, trouver des malades pour les recruter dans la recherche clinique. On sait qu'on sous-recrute. On recrute, notamment en cancérologie, on a un taux de recrutement très bas. Dans le cas des maladies rares, je suis sûr qu'il y a plein de patients, de malades, qu'on ne repère pas et qu'on pourrait retrouver grâce à ça. Le deuxième cas d'usage, c'est de la fouille de données, essayer de trouver des nouvelles hypothèses. On avait l'exemple de la pharmacovigilance, par exemple, pouvoir détecter de nouveaux effets indésirables. Et il y a un troisième aspect qui est vraiment, là, on est vraiment dans le cadre de la recherche translationnelle entre l'Institut Imagine et l'hôpital Necker. Je vous montrerai un exemple rapidement à la fin. Donc si je reprends l'exemple de la recherche clinique et du recrutement des patients, l'idée, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir explorer très rapidement les données pour faire des études de faisabilité. Combien j'ai de patients éligibles pour une étude particulière. Pouvoir les recruter en pré-screening rapidement, pouvoir dire je prends tel et tel patient. Et de manière collaborative, on pourra envisager un outil où on est plusieurs à recruter en même temps des patients pour une étude. Donc, pour revenir à Dr Warehouse, c'est un outil qu'on a développé à Imagine et qu'on a installé dans Necker. Là, c'est l'interface, alors je vous ai épargné la page d'accueil, c'est vraiment l'interface avec le moteur de recherche en haut à gauche, où j'ai cherché 3 mots-clés. Donc j'ai mis thrombopénie, eczéma et infection. Et on affiche directement, très rapidement, les patients. Il a trouvé 165 patients. Ils sont ici, et on peut très rapidement cliquer sur un document pour voir le document, voir le texte qui a permis de retrouver le document, etc. Donc c'est vraiment adapté pour le full texte. C'est un peu comme Google, c'était le principe. On peut rajouter plein de critères sur les tranches d'âge, sur le sexe, sur des critères de temporalité entre les éléments. Je ne rentre pas dans le détail. Donc c'est vraiment sur l'onglet résultats, on va pouvoir trouver des patients
Et quand on crée une cohorte, comme ici, épidermolyse bulleuse, on va avoir des boutons qui vont permettre de rapidement inclure ou exclure les patients dans la cohorte. On peut évidemment explorer le dossier d'un seul patient, ce qui est très pratique pour remplir des ICRF, remplir des bases de données cohortes, pouvoir aller fouiller dans le dossier d'un patient pour retrouver des éléments, à quelle date il a eu la greffe, à quel événement il a eu au cours de sa vie. Deuxième élément, c'est la fouille de données et extraction de connaissances. Donc ça, on peut l'utiliser, je reviens sur la pharmacovigilance, mais on peut l'utiliser aussi pour améliorer la description de l'histoire naturelle d'une maladie. Donc là, dans cette copie d'écran, on a fait une requête, toujours, c'est thrombopénie, eczéma et infection, et on peut afficher directement la pyramidisage des patients qui sont concernés, qui sont retrouvés, des 165 patients. On peut aussi afficher toutes les comorbidités retrouvées automatiquement dans les comptes rendus full text. Donc là, je répète, on est vraiment sur les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de consultation, et on va extraire automatiquement les concepts qui sont retrouvés dans les comptes rendus, et pouvoir les afficher, les trier par des scores de pertinence, et pouvoir découvrir, par exemple, sur cette diapo, on a pris des patients qui avaient le syndrome de Rett, et quand on regarde toutes les comorbidités associées, on va avoir marche apraxique, on va avoir l'hyperventilation, et on va avoir ostéoporose, par exemple. Et ostéoporose n'est pas décrit actuellement dans la base OMIM, qui est le référentiel, enfin, un des référentiels avec Orphanet, HPO. En tout cas, dans OMIM, il n'y a pas. Mais j'ai demandé aux chercheurs, ils me disent oui, si c'est bien, ostéoporose, c'était correct. Donc on avait raison. On peut s'amuser aussi à analyser le parcours de soins moyen d'une population. Donc là, c'était un autre exemple, toujours sur les épidermolyses bulleuses. Donc là, c'est l'accès à l'hôpital, et puis par quel service il passe dans l'hôpital, avec les délais moyens, etc. Ce qui permet d'essayer de comprendre une population. Dernier cas d'usage, c'est le support à la recherche translationnelle. Donc, il y a deux sous-cas d'usage. Le premier, c'est à l'Institut Imagine, on va essayer de trouver des nouvelles mutations. On va trouver une nouvelle mutation en 2014, par exemple, et on a un patient qui est parfaitement bien identifié, avec plein de comptes rendus, et on voudrait trouver des patients similaires de manière rétrospective pour les tester sur cette même mutation. Faire des requêtes booléennes comme on a fait avant, c'est-à-dire infection et eczéma et thrombopénie, des fois c'est trop astringent. On n'a pas assez de patients ou c'est trop sensible, c'est-à-dire qu'on va avoir 10 000 patients. Par exemple, il y a un gène IL10, quand j'ai demandé aux chercheurs qu'est-ce que je devrais mettre pour trouver des patients qui sont mutés, elle m'a dit diarrhée. Donc j'ai fait diarrhée, il y avait 20 000 patients. Donc c'était pas possible. Donc l'idée, c'est de partir sur des algorithmes de similarité qui vont calculer des similarités entre patients à partir des comptes rendus. L'autre cas d'usage, c'est de dire j'ai un patient, je ne sais pas ce qu'il a, je suis médecin, c'est un patient atypique, je vais chercher des patients similaires dans l'entrepôt, de la même manière, et voir si eux ont été diagnostiqués, et si les diagnostics trouvés pourraient correspondre aux patients que j'ai. Et donc c'est intégré dans l'entrepôt. Donc là, c'est l'exemple d'un patient qui est venu, sa dernière visite était en 2012 à l'hôpital, et je l'ai fait tester par les services, et ils ont essayé cette patiente ils avaient pris un patient muté sur un gène bien spécifique. En retrouvant des patients similaires à ce patient muté, on a retrouvé des patients pour lesquels il n'y avait pas de diagnostic. Et en fait, ils ont pu les tester parce qu'il y avait des échantillons et les consentements qui allaient bien, et ils ont bien été mutés. Donc l'outil avait bien trouvé le bon gène. Pour finir, l'entrepôt de données Dr Warehouse est installé à Necker. Il y a aujourd'hui 382 000 patients, 3 millions de comptes rendus, et on reprend les données depuis 1995, donc on a à peu près 21 ans d'historique. C'est tout.